Donc Karine, notre journaliste spécialisée qui travaille sur les questions de genre, de féminisme. Donc on va parler du procès Pellico. Ouais. Et en fait, on s'est dit en se croisant dans les couloirs, et tu m'en racontais plein d'anecdotes sur le sujet parce que tu as couvert le procès pendant 4 mois, pendant les 4 mois du procès, donc qui a duré du 2 septembre au 20 décembre. Au 20 décembre, ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai compris plein de choses en discutant avec toi et on s'est dit, mais il faut absolument qu'on fasse un stream dessus, quoi. Et donc, ouais, t'as couvert ce procès. Donc déjà, moi, je me suis dit, mais comment est-ce que tu t'es dit, il faut que j'y sois, il faut que l'humanité couvre ce procès avant même qu'il y ait tous ces retentissements autour de cette affaire. À quel moment tu te dis, je demande une accréditation, je prends du temps sur mes autres dossiers, il faut y aller, quoi. Alors en fait, moi j'avais déjà entendu parler de cette enquête. Enfin, dans les milieux féministes, tout le monde l'a entendu parler de cette affaire. À partir de ça, quand à clair. peu près parce qu'il y a déjà des podcasts qui datent de 2023 par exemple. Ouais, bah en fait moi celui qui m'a marqué c'est le papier du Monde de Lorraine Fouché. En fait, elle avait eu accès à l'instruction et du coup elle donnait beaucoup de détails, notamment le nombre de personnes et tout ça. Et en fait c'était assez flippant, assez glaçant. Ça n'a pas trop plu à l'époque à Gisèle Pellico. Elle n'est pas nommée évidemment, elle était anonyme, mais ça l'a sortie de l'anonymat. Ah ouais. Elle était furieuse. Parce qu'il lui avait pas demandé son avis. En fait, je ne sais pas comment. Je pense qu'elle connaissait l'avocate à l'époque. Ou je ne sais pas comment elle a eu accès. Tu veux dire la journaliste? La journaliste a eu classique en fait. Tu sors une affaire, mais t'anonymises tout le monde. Oui. Elle n'avait pas évidemment cité, mais. Elle l'avait anonymisé, mais complètement. Mais elle racontait juste l'histoire. Seulement, effectivement, c'était tellement énorme, c'était la première fois qu'il y avait autant. D'habitude, c'est l'inverse. Il y a plusieurs victimes et un seul. Excuse-moi, je cherche mes mots. Un seul auteur de violence. Ouais. Enfin, c'est plus classique. Et là, c'est la première fois qu'on avait cet excès inverse, c'est-à-dire qu'elle est toute seule et en face d'elle, il y en avait 51 lors du procès. Il y en a eu plus de 70 qui ont été repérés. Il y en a encore 20-30 qui sont dans la nature, qui n'ont pas été identifiés formellement. Il y en a un qui a été identifié formellement, qui est en cavale, qui a été jugé par défaut au tribunal d'Avignon. Mais donc, du coup, c'était assez exceptionnel comme affaire. Oui, parce qu'au total, on est d'accord, on rappelle, au total, il y avait, alors j'ai vu 72 personnes qui ont été identifiées. Voilà, mais il y a des personnes on n'a pas su les noms, on n'a pas pu les retrouver, c'est ça? C'est ça, parce qu'ils avaient des pseudos en fait sur les fichiers. Salut Violaine. Salut Violaine. Alors Violaine de Philippis nous rejoint, donc vous la connaissez normalement. Elle est une habituée des streams et de l'UMA et chronique régulièrement sur beaucoup de questions et notamment les questions de féminisme, de genre, de violences sexistes et sexuelles. Elle est avocate. Franchement, bienvenue. Est-ce que tout va bien toi? T'es à l'aise? Je crois que c'est bon. Ok. A priori. Moi, je ravie de faire ce stream avec vous. Ouais, c'est vraiment trop bien qu'on ait pu se libérer toutes les trois pour parler de ça. Donc on disait juste avant que tu arrives que en fait avant même tout ce retentissement médiatique, Karine avait entendu dans les milieux féministes que voilà, ça allait être une affaire historique et c'est en partie des raisons qui ont fait que Karine s'est dit bon là il faut y être pendant les 4 mois, il faut vraiment couvrir ce procès quoi. Ouais, complètement. Il y avait on a des chroniqueurs judiciaires à l'UMA, etc. Mais du coup, dès le départ, je leur ai dit quand l'affaire arrive, j'ai vraiment envie, tenez-moi au courant parce qu'ils font partie de l'association de la presse judiciaire, donc ils sont au courant que les affaires passent. Il y a un cercle de journalistes. Moi, j'en fais pas partie puisque je sais pas du tout ma spécialité. Et puis du coup, ils m'ont dit oui, enfin, il y avait pas de problème. Par ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes, de chroniqueurs judiciaires qui avaient pas du tout envie de traiter cette affaire parce que ils la trouvaient super glauque. C'est vrai que c'est super glauque. Puis on savait qu'il allait y avoir peut-être des images, des vidéos, puisque c'est une des rares affaires, si ce n'est la seule affaire où il y a il y a 20 000 pièces de photos, vidéos qui montrent les viols. Donc forcément, c'est glauque, c'est mort, hein, mais la pauvre, elle n'a pas choisi non plus. Ouais. Donc voilà, mais moi c'est pas pour ça évidemment que je tenais mais c'est parce qu'il y avait des preuves et on se disait il peut être important ce procès parce que enfin on va pouvoir donner des noms, donner des mots sur ce qui se passe et prouver. Enfin, il y en a, ça va pas être une des 94% qui sont classés ensuite ou qui. Ouais, c'est ça aussi la spécificité et
je suppose aussi le fait que Gisèle Pellicot ait dit non au huis clos. Toi, Violaine, est-ce que c'est quelque chose de courant ou pas dans ce genre d'affaires qu'une victime dise non au huis clos? Ça dépend des femmes, en fait, que chaque femme est différente et en fait, il n'y a pas que cette victime chez une femme. C'est vrai qu'on a tendance à dire les victimes. Ouais, c'est vrai. Mais je fais aussi, hein, ouais. C'est pas une... Qu'est-ce que j'ai fait Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je le dis. C'est vrai qu'on les réduit à un statut. Voilà, c'est nul, en fait. Et c'est vrai que, voilà, en fonction de leur propre trauma, la façon dont elles le gèrent, la façon dont c'est médiatisé ou pas, il y a tellement de paramètres. Mais depuis l'affaire des viols sur Gisèle Pellicot, on a pu voir certaines femmes qui n'étaient pas médiatisées, qui ont notamment parlé sur les réseaux pour dire qu'elles, pour leur procès, elles allaient demander à ce soit pas en huis clos. Je pense notamment à une affaire, je crois, à Angoulême, mais je veux pas dire de bêtises. Peut-être que, en tout cas, c'était dans le sud-ouest. Je suis désolée, je reprends un peu mes marques, que je suis pas venue depuis décembre, donc le micro est un peu haut. Je suis toi aussi, moi aussi. Je sais pas du tout comment ça se règle. Je sais pas. Bon, attends, je vais essayer. Mais voilà, non, c'est pas grave. Ça ira. Descends-le comme ça. Les micros sont un peu hauts, on sait pas si c'est possible de les régler. Non, c'est pas possible. Bon, on va s'adapter. Je regardais le chat aussi. Ouais. Je sais pas si vous avez où vous en étiez en déroulé, mais si vous avez des questions dans le chat. Et voilà, pendant qu'on faisait cette petite adaptation de micro, peut-être simplement dire que il va y avoir le lancement de l'émission féministe à partir du 4 février. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous et qu'on pourra aussi collaborer ensemble sur ce projet. Et les micros seront à juste compter sur moi. Trop bien. Ce sera toutes les semaines? Tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Ok. Et donc tu auras différents invités. C'est ça. On est en train de finir. Ah bah ouais, tu me diras. J'espère que tu viendras. Avec plaisir, carrément. Génial. Donc du coup, on disait avec Karine qu'on s'était dit que c'était important de parler, de faire ce stream aujourd'hui aussi parce que on se parlait dans les couloirs. Et en fait, moi qui avais tant suivi, donc écouté des podcasts, j'ai quand même écrit pas mal d'articles sur l'affaire et tout. En fait, en parlant avec Karine, elle avait couvert le procès pendant 4 mois. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas d'angles morts que j'avais pas en fait. Il y avait des tas d'informations que elle avait, et des tas aussi d'atmosphère que elle avait et que moi j'avais pas. Et c'est pour ça aussi on peut pas les raconter en plus tout le temps, quoi. C'était pour ça que c'était hyper important pour moi aussi avec ton analyse qu'on puisse parler de ça. Et Karine, par exemple, tu me disais que donc après avoir demandé l'accréditation pour arriver au procès, etc., t'étais arrivée et qu'en fait, au fur et à mesure, t'avais découvert une autre personnalité de Dominique Pellicot, d'une part, et que d'autre part, il y avait plein de choses dans la manière dont le procès s'était déroulé qui t'avaient choqué, même en termes de mots, de termes utilisés par les magistrats et tout. Et les avocats aussi, j'imagine. Alors les avocats encore pire, hein. Enfin de la défense. Oui. Mais c'est clair que en fait quand tu arrives, c'est vrai que j'avais une idée, je sais plus pourquoi. Enfin oui, je suis pas venue au tout début du procès parce qu'il y avait la fête de l'UMA. Donc voilà. Ça ne se rate pas. Ça ne se rate pas. Il y avait Judith Godrèche qu'on avait invitée, donc il fallait être là. Et bref, et du coup, j'avais pas encore vu Dominique Pellicot la première fois où il a parlé. Donc je trouvais que finalement, il faisait un geste vers sa fille. Enfin, on avait l'impression de l'extérieur qu'il n'était pas si... on avait envie de lui trouver on avait envie de comprendre, quoi. Oui, parce qu'il y avait certains termes, certaines déclarations aussi qui étaient un peu reprises dans la presse en gros titres, des choses plutôt... ça allait, quoi. C'était pas au tout début, c'était pas le gros monstre. Exactement, ouais. Je crois que c'est important d'humaniser aussi les personnes qui violent et qui agressent parce que bien sûr, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est pas des monstres. Que la figure du monstre, elle est tellement revenue ces dernières semaines et ça me touche beaucoup qu'elle revienne. C'est hyper important pour le combat féministe qu'on puisse dire non, en fait, ce sont des humains qui agressent et qui violent et ça permet aussi de remettre les choses à l'endroit. Totalement. Puisque, quand des pères de famille, nos pères, nos tontons, nos frères, nos collègues, et ce serait plus rassurant que ce soit des monstres en fait qui agressent ou qui violent. À titre personnel, je préférerais pouvoir dire les monstres existent, mais en fait pas vraiment. C'est un cas sur 10 où on est violé au coin d'une rue la nuit, c'est 9 cas sur 10 où c'est quelqu'un en qui on a confiance, un proche, et un cas sur 2 le conjoint avec le conjoint. Et là je crois qu'à travers le fait de pouvoir identifier justement ces hommes, voir qu'ils étaient tout à fait intégrés, ça permet justement peut-être d'opérer un début de virage
décalage dans la prise de conscience sociétale de l'opinion publique sur qui sont les hommes capables de violer, d'agresser, c'est-à-dire beaucoup. Et c'est pas... Alors, je minimise pas leur responsabilité individuelle, c'est-à-dire que je pense que bien sûr, ils sont responsables de leurs actes et que, heureusement, enfin, je veux dire, il y a leur conscience et ils agissent en pleine conscience. En revanche, on peut s'interroger sur ce que n'a pas fait la société pour leur faire comprendre que ça a des conséquences terribles pour les victimes. Complètement. Non, ce que je voulais dire, c'est quand on disait... Parce que d'extérieur, il avait l'air à peu près... avant le procès, finalement, ne pas être si horrible, si glaçant. Et en fait, quand je suis arrivée sur place, de le voir en fait trôner, je dis trôner parce qu'en fait, c'était le seul qui était sur une estrade, il était en hauteur par rapport aux autres, il était dans son box tout seul parce que les 51, au bout de 15 jours, les 51, ils ont été convoqués par groupe de 10. Donc les 51 autres accusés. Les co-accusés, exactement. Ouais. Et en fait, ils étaient par groupe de 10 dans un box, ceux qui étaient prévenus, parce qu'il y en a, ils étaient que 18 prévenus en tout, les autres, ils comparaissaient libres, donc ils étaient dans la salle. Mais sinon, lui, il était dans un autre box, il était sur une estrade. Comme il était malade, il avait le droit de rester assis tout le temps. Donc même quand la cour se levait, quand nous on se levait, quand la cour arrivait, lui restait assis. Déjà, il avait une posture il jouait de ça. Et en fait, il était hyper dégueulasse avec les autres co-détenus. Il les reprenait sans arrêt. Il disait qu'ils étaient débiles. Enfin, je sais pas. Vraiment. Et donc là, on s'est aperçu qu'on voyait vraiment, et dans sa stature, et dans les manières dont il parlait, qu'effectivement, il avait aucun remords. Il avouait tout, mais il était vraiment glacé. Il avait tout, le manque de remords. C'est-à-dire, au-delà de la condamnation judiciaire, au-delà de la prison, dont on sait qu'elle est loin d'être parfaite, tout à fait, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à conceptualiser que des hommes qui ont violé ou agressé ne se définissent pas comme des violeurs ou des agresseurs. C'est-à-dire que souvent on entend que oui, j'ai peut-être dépassé les limites. Je parle notamment des auditions, des confrontations. Je parle pas du procès en lui-même là de Dominique Pellicot et des co-accusés, enfin des co-condamnés. Et encore, ils étaient 35 à pas reconnaître. Ils voulaient pas dire qu'ils étaient le même mot viol, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Et violeur encore moins. Il y en a un qui a dit oui, j'ai violé, mais je suis un homme ordinaire. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça fort criant de vérité. Et un autre, il a dit j'ai pas pris de plaisir, donc j'ai pas pu violer. Oh là là, quel enfer. En fait, je pense qu'on peut lister les horreurs. Et ça m'inquiète beaucoup parce que quand on voit le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité qui est sorti, je crois, cette semaine, peut-être hier, qui nous dit que les stéréotypes sont en recrudescence chez les jeunes. Mais je me dis, les 18-35 ans, je viens de dépasser cette frontière. Moi, ça fait un petit moment. Mais voilà, c'est terrible parce que c'est la société de demain. On a un vrai problème d'éducation et il faut s'interroger sur pourquoi aussi ces jeunes se braquent. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Est-ce qu'ils ont l'impression que effectivement les droits, dans leur tête, c'est comme si le féminisme est allé trop loin. Alors c'est pas le cas, mais c'est le message qu'ils entendent. Et sur les plus jeunes, Voilà, je pense qu'il y a un problème de jeunes hommes. Les jeunes hommes. En plus, c'est très genré. Et tu vois, ça a été résumé par justement la présidente du HCE, là on le voit, où elle dit les femmes sont plus féministes et les hommes plus masculinistes. Mais alors, par contre, dans la même étude, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a 65% des Français au total qui disent que tous les hommes ont une part de responsabilité dans les violences sexuelles et sexistes. Il y a une décorrélation. Donc ça fait du bien au moins. Enfin, il y a quelques trucs qui ont progressé à l'échelle globale. Réjouissons-nous du positif. Moi, je vais y croire, sinon on se plaint. Mais malgré tout, je me dis, cette décorrélation, elle pose question. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour dire qu'on est pour l'égalité, en théorie. Je veux dire, il est quand même rare, même chez les extrémistes de droite, de trouver quelqu'un pour dire... Il y en a, bien sûr, les essentialistes. Mais on va dire, il y a même des gens du Rassemblement national qui vont vous dire qu'ils sont pour l'égalité. C'est même la ligne de Marine Le Pen, en fait. Qui est bien sûr, quand on regarde les décisions par ses députés, etc., fausse. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils affirment. Donc l'affirmer, là, comme dans le baromètre dont on parlait, quelque part, c'est facile. Et après, quand on les met devant des exemples concrets, alors là, ils sont plus d'accord. Donc c'est, oui, en théorie, je suis d'accord pour l'égalité. Mais d'un autre côté, si ça implique de changer mon comportement, là, les gars et les filles... c'est les autres. Totalement. Et ce discours, on peut le retrouver aussi dans le discours de la défense, donc qui a été hyper problématique. Et d'ailleurs, tu as écrit une chronique là-dessus, Violaine. Et il y a une question là. Les arguments de la défense peuvent parfois être très violents. Est-ce qu'il y a des limites dans ce que peuvent dire les avocats? Alors théoriquement, il y en a puisqu'on est soumis et soumise au code de déontologie. Et que le ou la présidente de l'audience, donc un des juges qui a pour mission notamment de présider les débats, c'est-à-dire justement d'arbitrer s'il y a des dérapages, peut tout à fait, au titre de ce qu'on appelle la police de l'audience, donc reprendre un avocat ou une avocate, lui couper la parole. C'est quand même extrêmement rare. Et donc ça pose la question en fait, du caractère flou de ces règles. Parce que, effectivement, quand il y a une des avocates en défense qui a dit
à Gisèle Pellicot qu'elle avait pas beaucoup pleuré quand son ex-mari, donc Dominique Pellicot, avait dit qu'il avait été agressé petit. Mais qu'est-ce que ça vient faire là? Elle a le droit d'être triste, de ne pas le montrer. Elle a le droit de ne pas être triste aussi, au final. Et ça, pour moi, ça pose question sur pourquoi le magistrat qui dirigeait l'audience à ce moment-là avait dit, écoutez, maître, là, on sort des limites acceptables au niveau de la déontologie. Donc, voilà. Je pense que c'est une des limites du procès, qu'effectivement, je ne sais pas si c'est parce que c'était si évident, mais on sentait vraiment qu'il faisait attention à la défense. Et à l'inverse, la police de l'audience, elle a été dirigée par les avocats des parties civiles. Toi aussi, tu l'as ressenti comme ça? Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ouais. Il y a des fois, on hallucinait parce que c'était très... parfois, moi, j'ai trouvé flagrant. Alors, c'est mon opinion personnelle, hein, mais je trouvais qu'effectivement... Alors, je me suis dit, mais pourquoi... Parce que moi, Nadia El Bouroumi, elle a été très, très active, très dans... Nadia El Bouroumi, qui est une des avocates de la défense. Tout à fait. Pardon, excusez-moi. C'est la même personne qui, effectivement, a dit à Gisèle Pellicot que... en tout cas, a émis l'idée qu'elle pleurait pas assez quand elle a pris la parole pour défendre son... Non, c'est sûr que ça pose. Maintenant, les instances ordinales sont difficiles à faire bouger comme profession réglementée. J'avais une question, mais je te la poserai après. Okay. En fait, c'est là-dessus. C'est parce que j'ai interviewé Christelle Tarot, qui est une historienne des sexualités, et elle me disait, mais alors au Canada, c'est impossible. Hein. Impossible pour les avocats d'avoir ce genre de défense. Ils peuvent pas s'attaquer à la défense. Ils peuvent pas s'attaquer aux parties civiles comme ça, à la victime surtout pas. Il y a plusieurs pays où c'est vraiment, ils sont remis c'est impossible d'avoir ce type d'attitude. Ça qui est un peu choquant. Puis il y a un code de déontologie, non? Je sais que les colleuses dans Avignon, elles mettaient il y avait un truc où elles reprenaient des termes de la déontologie des avocats en disant, j'aimerais bien... Je sais plus là, c'est photo. Je fais une tête dubitative parce que la déontologie, la façon... Il y a des gens très bien dans nos instances ordinales, mais je trouve que ça ne bouge pas assez vite. Que là, il y avait quand même matière à annoncer que l'ordre allait se questionner sur le comportement déontologique ou pas des avocats dans le cadre des droits de la défense. Voilà, au moins, il y aurait pu y avoir une annonce d'un énième colloque sur... on va se questionner sur comment exercer les droits de la défense conformément à la déontologie. Même ça n'a pas été fait. Et l'avocat là, qui s'était énervé au verdict là, parmi les féministes et qui les avait traitées tricoteuses. Normalement, il y a eu une action contre lui. On en sait quelque chose ou pas de l'ordre? Non, les instances ordinales sont assez discrètes sur ça. Ça, après, le fait qu'elles veulent gérer ça de manière non médiatique, je peux le comprendre. Mais en tout cas, ça mériterait de poser sur la table, sur le débat, qu'est-ce qui est déontologique ou pas, et de préciser en fait l'exercice des droits de la défense, justement que les victimes ne vivent pas ce qu'on appelle la victimisation secondaire, c'est-à-dire la maltraitance par le système. Oui, j'allais te demander comment tu faisais en tant que journaliste pour arriver, parce que tu as vécu donc tout le procès les longs mois, comment tu faisais en tant que journaliste pour arriver à te vider la tête en sortant de ces horreurs? C'est une question que je me pose pour moi-même. Si tu as des conseils, n'hésite pas. Si vous en avez aussi dans le chat. En fait, comme tu es sur place, l'avantage c'est que tu rentres pas chez toi, c'est pas un avantage, mais du coup, toutes les personnes qui se connaissent pas, les journalistes entre eux, ils se retrouvent après, ils vont boire un verre, on discute, on débriefe. Il y a aussi un groupe WhatsApp, mais là c'est plus intime, on débriefait tous les jours, on en parlait tous les jours, on avait besoin de comparer et on parlait aussi des sensations, on parlait aussi de ce que ça impliquait dans nos vies intimes, dans nos personnels. Quand même ça c'était hyper évident que ça nous bousculait personnellement au-delà du professionnel et il fallait qu'on en parle. Oui, parce que plusieurs. J'ai une affaire atroce de viol collectif où on est 2 avocates aussi sur l'affaire. Et c'est vrai que le fait d'être 2 et de suivre le dossier à 2, c'est important, je trouve. Ça décharge justement ce côté charge mentale réelle. C'est terrible. Parce que vraiment, je me dis déjà que moi, par exemple, ou alors mes copines, rien que juste de l'extérieur, en lisant ou en regardant des vidéos, un procès comme celui-ci nous a vraiment bouleversés. Et quand je dis bouleversés, c'est vraiment où tu es autour de toi et tu te dis waouh, mais cette personne a parfois des trous de mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est vraiment où on se sent vraiment encore plus en danger que d'habitude, en fait. Et donc, je me dis, des personnes comme vous deux qui, pendant des mois, des semaines, couvrez pour Karine, ou toi, t'es plongée dans ce genre d'événement qui, malheureusement, en fait, est une représentation de la société, du quotidien pour personne. En fait, comment vous faites pour je sais pas, pour continuer à vous battre, parce que c'est dur, en fait, c'est violent. En fait, j'ai pas de solution, c'est pour ça que je demandais ton avis. Parce que là, vraiment, en fait, je crois que c'est c'est-à-dire que
comme tu l'as dit, déjà de l'extérieur, quand on voit des vidéos, etc., ça peut, notamment pour les anciennes victimes, les remettre dans un état d'hypervigilance, donc leur refaire revivre des sensations de leur propre agression. Ouais. Et ensuite, quand on suit des affaires comme celle-ci, donc là, j'ai donné l'exemple, par exemple, de l'affaire de viol collectif pour laquelle je suis mandatée. Honnêtement, j'ai pas de méthode anti, on va dire, stress. C'est-à-dire que je suis pas stressée de suivre cette affaire, je suis pas stressée de plaider, je suis pas stressée de me battre. Ouais. Par contre, ouais, c'est vrai que le soir, j'ai mal au dos, parce qu'en fait, ça semble bête, hein, mais en fait, ça semble idiot de dire j'ai mal au dos, c'est peut-être... mais je veux dire, c'est la retranscription de tout ce qu'on ingère en termes d'horreur. Et puis, en plus, ça peut... Voilà, y a un peu un sentiment aussi de désespoir quand on se dit, mais ça. Tout ça, et puis maintenant, Trump président des États-Unis, et puis maintenant, la montée en flèche du RN, et puis maintenant... Et donc, oui, désolée, c'est pas très optimiste ce que je dis aujourd'hui. Mais bon, alors si, j'ai une chose d'optimiste à vous dire, peut-être, c'est que, voilà, j'ai quand même un truc, c'est que j'essaie de me couper... comment je fais ? J'essaie de me couper un peu du monde, et notamment par des trucs où t'es isolé. Je sais pas si toi, tu le fais parfois. Ça peut être la natation, ça peut être la plongée. J'ai pas encore mis la plongée à exécution, mais c'est un projet, c'est en cours, c'est en cours. Ouais, souvent. Des baptêmes et tout ça, j'avais adoré. Ce que je veux dire par là, c'est se couper de cette sphère absolument qui ne s'arrête jamais. Peut-être vivre dans une grotte. Et le côté positif, par contre, dans la société, c'est que je trouve quand même qu'il y a des micro-signes que ça avance un peu. Par exemple, je sais pas si on sort de l'époque de Noël, est-ce que vous avez vu que les cadeaux étaient quand même beaucoup moins genrés dans les publicités ? Non. Moi, je me suis fait la réflexion dans les affiches. J'avoue que moi, la période de Noël, comme c'était juste après le procès, je l'ai pas vu en fait. Après le procès, t'étais complètement vide. Il y avait encore des trucs à écrire, j'avais encore des choses à faire, et moi j'ai bossé le 25, donc je sais pas du tout. C'était vraiment j'étais hors période. Oui, en fait, je me suis même pas promis mes cadeaux, j'en ai fait peu. Enfin non, c'est vraiment, j'étais complètement. Oui, t'étais aspirée par le procès. Mais la bulle, je comprends, parce que moi, après le procès, je me suis donc après le 25, quand j'ai pris mes congés, j'ai bingé une série, mais pendant 2 jours, j'ai regardé un truc et j'étais dans ma bulle. C'était même pas une fiction, en plus, c'était un truc sur un procès, c'était aux États-Unis, donc c'était complètement idiot. C'était un documentaire, mais j'étais dans une autre affaire, dans une autre histoire, pour me couper. Ouais, c'était une bulle, effectivement. Oui, voilà, c'est d'arriver, en tout cas, à avoir l'esprit absorbé par autre chose. Mais ce qui est dingue, là, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que moi, j'ai suivi le procès des attentats du 13 novembre 2015, et ils avaient prévu pour les journalistes, mais les journalistes avaient insisté, mais au départ, c'était prévu pour les familles des personnes qui avaient été tuées ou blessées lors des attentats. Il y avait une cellule psychologique dans le tribunal à Paris, qui était prévue pour ça, cas où. Là, mais ils n'ont même pas pensé que peut-être, parce que les personnes dans le public qui assistaient aux audiences, moi, quand j'allais les interviewer après, tout d'un coup, elles me racontaient, en fait, la soumission chimique, moi aussi, j'en ai eu quand j'avais 15 ans, j'en avais jamais parlé, là, je vous en parle. Et plein de gens comme ça, ça réveillait. Ouais. Donc, toutes ces personnes-là, ça aurait été peut-être pas mal qu'elles puissent aller voir un psy dans cette enceinte-là, si on avait prévu. C'est quand même, ils ont complètement mis de côté. Enfin, comme d'habitude, les VSA, elles sont pas prises pour ce qu'elles sont, pour un phénomène global, structurel, systémique dans notre société. Alors qu'on sait que les conséquences, justement, le parallèle que tu fais est hyper intéressant, parce que les conséquences le fait de survivre à un acte terroriste peut générer donc même très souvent un trouble de stress post-traumatique, TSPT, PTSD, vous le voyez dans des notes en anglais. Et alors sur les victimes de viol, c'est la statistique qui est donnée par la docteure Muriel Salmona, 4 spécialisée sur la question, c'est 8 victimes sur 10 d'un viol vont développer le trouble de stress post-traumatique. Et ça peut remettre dans ces états d'hypervigilance. Certaines femmes arrivent à s'en débarrasser définitivement, d'autres pas. Et le fait d'être présente à ces audiences-là, effectivement, peut remettre dans un... Et le fait qu'il n'y ait pas de... Ça montre qu'on a bien compris que pour les victimes de terrorisme, il y avait ce TSPT, et heureusement que les psy étaient là. Par contre, on n'a toujours pas compris que pour les femmes victimes de viol, et aussi pour les garçons souvent victimes dans leur enfance d'agression sexuelle quand ils le sont, je veux dire, c'est moins logique, c'est quasiment pas le cas quand ils sont adultes, mais ça arrive chez les enfants. Donc ils peuvent avoir un TSPT et être du coup rebasculés dedans quand ils sont à ce type d'audience. Il n'y a pas de dispositif, c'est problématique. Ouais, et en plus, Karine, tu me disais que avec toute cette, ces difficultés pendant le procès de pouvoir penser à autre chose le soir, ou au moins de se vider la tête et de l'exprimer, tu disais que tu avais assisté à des scènes quand même assez lunaires. Par exemple, tu me parlais à la cafette où tu entendais des co-accusés. Ah oui. En fait, ça, parce que ça franchement, ça m'a choqué vraiment. En fait, faut voir que c'est un petit tribunal. Je m'attends au pire, les discussions à la cafette. Prêt. En fait, c'est un petit tribunal. Donc, tu as
avais 2 endroits pour prendre. C'est même pas une cafette, c'est une machine à café, tu vois. Tu en as une à l'étage, là où il y a les salles d'audience, et tu en avais une en sous-sol, où il y a l'administratif et les toilettes. Et donc, souvent, nous, on allait souvent, les magistrats, les avocats, les journalistes, on allait souvent à l'étage, c'est rapide. Et en fait, en bas, il y avait souvent les accusés et qui se retrouvaient ensemble. Donc, effectivement, alors il y en a certains qui ont parlé de meute. Après, c'est un groupe, c'est normal qu'ils étaient un petit peu mis à l'écart, donc qui se regroupent, pourquoi pas. Mais du coup, ça avait malheureusement aussi l'effet Boys Club, où ils discutaient entre eux. Et là, il y en a un mec, c'était au moment des réquisitions qui étaient assez fortes, et ils se sont dit, ça va, il n'y a pas eu mort d'homme quand même. Donc c'est un des co-accusés qui a dit, ça va, il y a pas autre mort accusé, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc pour eux, c'était pas un crime. C'est incroyable quand même. Ouais. Ils n'avaient pas réalisé l'enjeu. Et là, je reviens sur les avocats. Moi, j'ai trouvé ça assez choquant parce que la manière dont les avocats, enfin pas tous, mais une grande majorité des avocats les ont défendus. Ils les traitaient de mais ce sont des garçons, c'est pas des hommes, c'est des garçons, comme s'ils étaient. Enfin, je veux dire, ils avaient entre 25 et 70 ans. Donc les garçons, il y en a qui étaient un peu vieux. Mais ça minimisait soi-disant leur responsabilité. Et puis, ils disaient simplement que j'ai perdu le fil. C'est le déni. Ouais, c'est le déni. Non, c'est ça, ils les ont accompagnés dedans. C'est-à-dire, au lieu de leur dire, attention, en fait, c'est un crime, c'est dans ce que vous avez fait. Ils ont minimisé, ils leur ont dit, non, c'est vrai que vous ne pouviez pas savoir, vous n'aviez pas l'intention. Enfin, ils ont dit des choses dingues qui fait que les mecs, ils n'étaient pas préparés à la condamnation. Et je pense qu'ils sont tombés dénus quand on leur a dit, maintenant, vous prenez votre petit sac et vous allez direct en prison. Et moi, je trouve sur ça, pardon. Non, mais je trouve que c'est important que les avocats, ils sont là aussi pour accompagner, pour dire aux personnes, à leurs clients, attention, voilà ce que vous risquez, voilà l'acte que vous avez fait. Ils les écoutent, mais ils doivent les préparer aussi. Moi, je trouve ça complètement dingue. Ouais, c'est sûr. Et après, c'est à l'image de la société aussi. Sur le déni qui était plus haut. J'ai pas le réflexe du tout de voir le chat. C'était justement comment expliquer que des femmes de co-accusés puis co-condamnés les défendent et soient dans le déni. Ça fait quoi ce que tu disais? En fait, le déni, ça rassure tout le monde, à commencer parfois par les victimes. C'est-à-dire que quand on vit un viol ou une agression sexuelle, on peut mettre du temps à mettre les mots dessus parce que le cerveau, il y a des mécanismes de dissociation qui se mettent en place. Je vous invite à lire les travaux, donc je l'ai dit tout à l'heure, du docteur Muriel Salmona sur la question, sur son site mémoiretraumatique.org. Peut-être qu'on peut le mettre d'ailleurs, le mémoiretraumatique.org, qui expliquerait très bien comment biologiquement la dissociation s'effectue. Et donc, en tant que victime, parfois on met déjà du temps à pouvoir se dire l'horreur qu'on a vécue en réalité. Et donc, ce déni-là, pour les femmes des co-accusés, des co-condamnés, et parfois les amis, l'entourage, et dans notre société de manière générale, même en dehors du procès pédico, c'est de se dire non, mais attends, c'est pas possible, il a pas pu faire ça. Il est sympa, regarde comment il est charmant, il est empathique, dans son travail, on l'adore, et puis en plus, regarde, voilà, c'est un bon conjoint, c'est un bon papa. Et de se dire qu'en fait, ces hommes-là ont pu agresser ou violer, c'est terrible. Et donc, elle préfère se dire qu'ils n'avaient pas pleinement conscience de ça. Alors que je crois profondément que ces hommes avaient conscience de ce qu'ils faisaient. En revanche, ce que je crois aussi, c'est qu'on peut, sans bien sûr excuser leur responsabilité individuelle, mais comprendre peut-être comment on en arrive là aujourd'hui en 2025 à avoir autant d'hommes qui violent et qui agressent. C'est-à-dire, on les a pas sensibilisés, l'éducation à l'école n'a pas été faite, ils ont peut-être, encore une fois, ça ne les excuse pas, mais il y a aussi des raisons, on va dire, de circonstances, contexte. Peut-être qu'ils ont été agressés petits. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes agressés petits qui malheureusement deviennent à leur tour des agresseurs faute de prise en charge. On ne détecte pas à l'école les enfants victimes d'inceste, encore moins ceux qui sont humiliés ou victimes de violences psychologiques. Donc cette espèce de magma continuel fait que y a du déni et donc on leur trouve des excuses et puis eux-mêmes ne s'excusent pas. Parce qu'en fait, à part, je crois que Dominique Pellico a dit pardon, mais bon, c'est facile. Il y en a quelques-uns, mais c'est quand on est assailli par les preuves. Surtout qu'il n'a pas du tout avoué. Enfin, il y a énormément de zones encore d'ombre. Oui, c'est ça. Il avoue quand il a les preuves en face. Mais les femmes, le côté les mères. Je pense qu'une mère, c'est difficile de se dire que son fils, est un salopard et qu'il a. Conjoint. Oui, non, mais je pensais à la mère de l'un des accusés, parce que la mère, la sœur, qui sont arrivés, qui étaient, mais non, il est super. Le mec, en fait, on a appris pendant le procès qu'il était déjà incarcéré pour violence conjugale. Donc on se dit, hallucinant. Le mec, il avait une trentaine d'années, et qu'il y a eu plusieurs affaires comme ça, et elle lui trouvait encore des excuses. Oui, parce que s'il a été violent, c'est la faute de sa conjointe.
conjointe parce qu'elle l'a énervé, puis en fait, c'est pas de la vraie violence. Et puis celui-là, en plus, c'était complètement dingue parce que il disait qu'il avait la haine des femmes. Et en fait, la raison de tout ça, c'est parce qu'il s'était fait violer par un homme quand il était gamin. Il l'a avoué pendant l'enquête parce qu'en fait, même sa famille ne le savait pas. Donc, en fait, pourtant, il devrait avoir la haine des hommes. Je ne comprends pas. Non, ça se retourne encore une fois contre les femmes plus faibles qui dominent, etc. Quoi. Mais on voit l'absence de prise en charge, en tout cas. C'est que c'est un homme qui a été violé donc, et qui n'a pas été pris en charge par le système et qui donc, en fait, on est dans ce cycle de violence. Totalement. Et la prison ne résout pas ce cycle de violence. Après, je crois que effectivement, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire malheureusement à part la répression pour les hommes adultes qui ne veulent rien entendre, etc. Par contre, pour l'école, pour le futur, faudrait quand même qu'on arrive à éduquer. Et là, les statistiques du baromètre sexiste 2025 sont tellement alarmantes que je me dis, mais on n'est pas du tout en train d'y arriver. On est en train de... Mais je me souviens, j'avais fait un reportage en 2022, 2020, je sais plus, en Espagne, suite à la loi organique et pour voir un peu comment ça avait influé sur les comportements, parce qu'il y avait 25% de féminicides en moins, ça avait vraiment eu un impact. Et un magistrat m'avait dit, mais en fait, là, j'ai encore eu un petit couple de jeunes et la fille, elle trouvait normal que son mec lui dise comment elle s'habille, qu'elle s'habille pas trop court. Il disait, malgré tout, on n'a toujours pas réussi à changer les mentalités. Ça prend du temps de changer les mentalités. C'est flippant quand même. Et effectivement, la répression, c'est un levier parce que le fait de faire peur par rapport à des personnes qui ne veulent pas changer, en fait, il n'y a que ça qui marche. C'est pour ça que par rapport à l'état actuel de la justice, alors je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le précise au cas où, quand vous déposez plainte pour violence, vous n'avez pas de garantie qu'il y ait une enquête qui soit ouverte, c'est-à-dire que c'est à l'appréciation du parquet. Donc vous n'avez pas de garantie que, quand bien même elle serait ouverte, il y aurait un minimum d'actes d'investigation de type perquisitionner le domicile, le bureau, saisir le matériel informatique et téléphonique. Et donc ça, c'est terrible, c'est-à-dire que comment on peut lutter contre l'impunité si on n'a pas un décret ou une loi qui vient dire si vous déposez plainte, il y aura une enquête de telle manière que les personnes qui violent ou qui agressent se disent attendez, effectivement là, si jamais il y a une plainte contre moi, ça va être perquisitionné chez moi, ma conjointe va être mise au courant, mon entourage va être auditionné, et peut-être que ça, cette peur-là, c'est peut-être comme ça aussi qu'on peut faire baisser les violences en garantissant des enquêtes, pas en condamnant sur la base d'une parole, mais en faisant des enquêtes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à ce moment-là plus d'informations? Moi, je pensais à Gisèle Pellicot, par exemple. Dominique Pellicot, en 2010, il avait déjà été condamné pour avoir filmé sous le jupe des filles et elle n'était pas au courant. Et au procès, elle disait mais si on m'avait prévenu, j'aurais gagné 10 ans de ma vie, quoi. Et est-ce que voilà, je sais pas, c'est compliqué. Elle aurait eu le choix de le croire ou de parce que là, elle n'a même pas été informée. Mais elle n'a pas été informée, c'est complètement dingue. Malheureusement, beaucoup de femmes, même quand elles sont informées, sont dans un phénomène de déni parce que c'est des hommes qui peuvent être tout à fait charmants en dehors et pour qui elles ont des sentiments, donc il faut les comprendre aussi. C'est extrêmement compliqué. Puis la plupart, ils sont la plupart là qui ont été après l'affaire et déjà la plupart étaient en couple, des co-accusés, c'est quand même ou en famille, ils avaient des enfants, etc. Et t'en as qui ont retrouvé, même après qu'ils aient été mis en examen, ils ont retrouvé une copine. Il y en avait un qui même ils venaient d'avoir un enfant, donc elle savait qu'il y avait toutes ces charges contre lui, qu'il allait. C'est incroyable quand même, déni total. C'est sûr que s'il y a une chose qu'on peut faire autour de nous, c'est d'essayer d'expliquer quand on est formé sur ces questions, non pas dans un schéma descendant, en se posant comme une position de sachante, etc. Mais en tout cas de dire, quand on a lu sur ces questions, qu'on est un peu formé, parfois on oublie aussi que beaucoup de personnes ne savent même pas ce que c'est le déni, ne savent même pas ce que c'est que la mémoire traumatique, le trouble de stress post-traumatique. Essayez de vulgariser ces notions autour de vous si vous pouvez, pour expliquer que si la première réaction de quelqu'un c'est ah bah non c'est pas possible, qu'en fait c'est une réaction de protection normale, mais arriver à convaincre la personne de faire un pas de côté par rapport à sa réaction première, c'est extrêmement compliqué. Et en plus tu parlais des peines, donc il y a eu donc l'ensemble des personnes des co-accusés qui ont été condamnés à des peines entre 3 et 20 ans de réclusion criminelle. Et tu me disais, Karine, hier que donc ils avaient tous eu des injonctions de soins. Ouais, quasiment tous. Violaine, qu'est-ce que ça signifie vraiment ces injonctions de soins et est-ce que c'est suffisant? Bon, j'ai un peu mon idée de la réponse, mais en fait, ça signifie qu'ils ont un suivi médical. Le problème mais le souci c'est qu'on voit que ça ne fonctionne pas souvent, c'est-à-dire qu'ils sont rares à se remettre en question. Là on est quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, face à des hommes qui malgré leur condamnation considèrent pour une partie qu'ils n'ont pas violé, qu'ils n'ont pas agressé. Donc encore une fois, il faudrait réfléchir à la façon dont on fait de la prévention et je sais pas, comment on essaie de faire comprendre à quelqu'un qui a agressé, qui a violé que vraiment il a ruiné la vie de la
la femme à qui il a fait ça et que en fait même si elle s'en sort, elle s'en sortira mais avec quelque chose qu'elle va garder. J'ai l'impression que ça c'est pas conscientisé chez eux. Et alors mon problème c'est que je ne sais pas si on peut arriver à le faire conscientiser chez eux. Je ne sais pas. Je suis pas 4. Je pense plutôt que ça relève du système ordinaire et de la société d'ailleurs que des problèmes. Donc une injonction de soins, ça voudrait dire qu'ils ont un problème psychiatrique, mais en réalité je crois qu'ils en ont pas. C'est-à-dire que en réalité c'est juste des hommes sexistes ordinairement et qui minimisent la portée de leurs actes. Et encore une fois, ce qu'il faudrait faire, c'est l'éducation à la vie affective. Oui, qui est d'ailleurs en débat et l'extrême droite est contre la vie affective et sexuelle. Et c'est un gros débat aujourd'hui. Oui, puisque l'extrême droite raconte que ce serait apprendre aux enfants à se masturber, apprendre n'importe quoi. Enfin, je veux dire, l'éducation à la vie affective dans les écoles, c'est mon corps est à moi. Consentement. Ouais, non, mais bien sûr. En maternelle, on va pas leur apprendre. Oui, bien sûr. Non, mais le niveau de désinformation. Ça se joue à ce niveau-là. Hein. C'est la mauvaise foi par la... défiler le petit mot de l'UMA, soutenir un média indépendant. Mais oui, c'est ça, parce qu'en réalité, le problème des médias, notamment CNews, qui est à mon sens très problématique, c'est que CNews diffuse des fausses informations. Enfin, vous vous rappelez tous, c'est tout peut-être du bandeau, c'était marqué l'IVG, première cause de mortalité dans le monde. Il y a eu 2 ans, il parlait des monstres. Cette phrase, l'IVG, première cause de mortalité, hier, les anti-IVG, place du Trocadéro, c'était une de leurs phrases. Hein. Voilà, et quand tu vois ce bandeau-là de CNews et que t'as pas les rapports, t'as pas les stats, et qu'en plus t'as la défiance vis-à-vis des institutions, comment tu fais pour lutter contre ça? Totalement. Et là, d'ailleurs, il y a un commentaire, le not all men, c'est beaucoup, les autres peut-être, mais moi non quand même. Et je trouve que ça fait écho pas mal à la manière dont, je sais pas, les débats qu'il y avait au moment du procès et même encore, où je trouvais qu'il y avait quand même une différence de prise de conscience du procès quand on parlait de ça autour de soi. Et il y avait quand même, en fait, avec beaucoup de femmes avec qui j'ai pu en discuter, c'était juste, on était terrifiés. Et avec beaucoup d'hommes cisgenres, c'était plus... il y avait déjà des débats de oui, pas tous, même quand il y avait de la compréhension. Et je trouvais que c'était assez saisissant, la différence de traitement et de compréhension et de la manière dont on vivait ce moment, en fait, quand même un moment historique. Oui, je crois que en plus il y a une barrière, peut-être que tu l'as ressenti, Karine, c'est que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes disent non mais c'est quand même particulier parce qu'ils sont allés sur le Coco, ces hommes, pour répondre à l'annonce. Coco qui a été fermé depuis d'ailleurs. Ah oui, de Dominique Pellicot, et que donc ils sont arrivés sur un site échangiste, tout le monde ne fait pas ça, etc. Donc il y a encore cette barrière de se dire non, pas tous, parce que quand même c'est particulier. Ou le Sud. Moi j'ai entendu c'est dans le Vaucluse, c'est vraiment c'est vrai. tout s'est passé parce qu'en fait tout s'est passé dans l'affaire Pellicot autour d'un périmètre assez restreint. Donc c'était des Parisiens qui disaient ça, non? Non, mais c'était incroyable quoi. Et quand on voit le documentaire là, de Caroline Darion sur la soumission chimique, justement, on voit que c'est un peu partout en France, évidemment. Oui, il n'y a pas de zone géographique restreinte. Hein. Et justement, il y avait un commentaire, donc peut-être qu'on peut passer là-dessus sur Caroline Darion, donc qui est la fille de Gisèle Pellicot. Et donc elle a écrit un livre, je ne sais pas si vous le voyez. Si on le voit là, ouais. Et donc je vous le conseille vraiment parce qu'il est vraiment éclairant. Et donc elle a écrit son témoignage. Et donc il y a encore énormément de zones en fait que ce procès n'a pas du tout réussi à éclaircir, quoi. Ouais, sur l'inceste, en fait, ça c'est la part sombre, je veux dire la part cachée, l'angle mort de ce procès, parce que elle voulait obtenir des réponses, elle a des doutes parce qu'il y a quand même 2 photos d'elle qui ont été trouvées elle-même au départ chez l'instructeur, elle s'est pas reconnue au commissariat. Donc il y a 2 photos. Darion, donc c'est la fille de Gisèle Pellicot, et elle, quand elle accompagne sa mère quand sa mère est appelée au commissariat, et puis après il lui demande expressément à elle de revenir en lui disant il faut que vous récupériez des affaires, etc., des clés USB. Donc elle y va avec son frère le lendemain, et puis il attend devant, et en fait ils l'ont fait venir elle parce qu'ils ont trouvé des photos et ils ont bien compris que c'était elle parce qu'ils l'ont croisée dans le couloir et ils se sont dit la femme blonde qu'on a vue en photo, je viens de la croiser, je sais que c'est elle, et elle c'est Caroline Darion. Donc du coup il l'interview, et en fait quand elle est là, au départ elle reconnaît pas, comme Gisèle Pellicot ne s'est pas reconnue, elle est allongée, il y a 2 photos, et en fait elle est allongée en petite tenue, et elle c'est pas ses tenues habituelles, je crois que la culotte est un peu baissée, et elle dit que c'est les mêmes sous-vêtements en plus sur les 2 photos. Elle reconnaît pas
Et en fait, elle est en position latérale, comme sa mère, parce que sa mère, faut comprendre que Gisèle Pellico, sur toutes les vidéos, les photos, elle est exactement toujours dans la même position. Sur les 200 viols, elle est toujours sur le côté inerte. Et elle se retrouve exactement posée de la même manière. Donc effectivement, elle s'est inquiétée. Tout le monde se demande ce qui s'est passé. Et son père n'a jamais voulu reconnaître. Et même à l'audience, au procès, il a fait « Ah non, mais non, c'est pas moi qui ai pris ces photos, c'est quelqu'un d'autre. » Déjà, c'est hyper angoissant. Ça veut dire qu'en plus, il y avait quelqu'un d'autre dans la chambre. Après, il a dit « Ah non, mais en fait, je m'en souviens pas. » C'est-à-dire... Je m'en souviens pas, ça c'est le meilleur argument des hommes pour ne Surtout pas dire après. des hommes accusés. Oh, je sais pas. Je me souviens pas que j'ai pris ma fille en photo. Ah, je l'ai pénétrée, non, je sais pas. Ah, c'est très dur parce que... J'ai agressé cette personne, je n'ai aucun souvenir, vraiment, je ne sais pas. Non, mais c'est terrible parce que c'est vraiment leur première... Ah ouais. Ouais, enfin, ça revient extrêmement... Tu vois ça souvent, toi, dans les procès? Oui, dans les affaires qui sont pas classées. Mais dans celles qui sont classées, que je suis aussi, parce que j'ai la particularité de suivre beaucoup d'enquêtes préliminaires. Donc, c'est vraiment la masse de ce que je suis. Ça correspond au stats. Hein. C'est-à-dire que pour 10 affaires que je vais suivre, t'en as 8 qui vont être classées pour les agressions sexuelles. C'est gênant en procès. Et donc, souvent, quand je parle avec les femmes, et pour celles qui ont essayé de s'expliquer avec l'homme concerné, souvent, c'est non, il dit qu'il s'en souvient pas, ou alors qu'il a cette phrase qui consiste à ne pas s'excuser, mais à dire je suis désolée, tu l'as vécu comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà, ce genre oui. Puis lui, il a dit mais non, je ne t'aurais jamais touché, je n'aurais jamais touché les enfants parce qu'il y a des suspicions aussi sur les neveux. Et il dit tout le temps non. Et ça, on sent qu'il y a un tabou. En fait, c'est tellement violent la manière dont il récuse tout ça, alors que tout le reste, il l'a reconnu avec les photos, etc. Là, il y a des photos, il aurait pu le reconnaître. On sent que l'inceste et la pédocriminalité, pour lui, c'est too much. Il y a peut-être une frontière aussi dans l'opinion publique et dans l'esprit des accusés sur... on commence à comprendre que c'est des hommes ordinaires qui peuvent violer ou agresser des femmes adultes, et on l'a peut-être pas encore compris que ça pouvait être le cas sur les enfants, parce qu'on a peut-être tendance à penser que c'est plus rare, que c'est pathologique, et probablement qu'il y a une pathologie pour tuer les enfants au-delà du sexe ordinaire, bien sûr. Je me demande même si c'est pas simplement parce qu'on se dit, on a encore le rapport sexuel en tête, au lieu de se dire c'est un rapport de domination. Oui, il y a aussi le rapport de domination. Et l'enfant, tu domines encore plus l'enfant. Donc en fait, c'est logique que si tu es un prédateur et que tu veux dominer, tu peux aussi dominer ce qui est encore... Enfin, déjà, tu l'endors, donc tu domines 2 fois plus. Et en plus, évidemment que ça peut aller jusqu'à un enfant qui est en plus démuni. Et ça, la société a encore plus de mal à le voir, parce que c'est trop horrible. Oui. Complètement. C'est récent. C'est un tabou énorme. Le MeToo inceste, il est quand même très récent. Quand même. C'est quelque chose qui sort dans la société. Là encore, il va y avoir des affaires qui vont sortir. Enfin, c'est quand même quelque chose de très malheureusement. Et malheureusement, et la Civis a vite été mis sous le... Enfin, voilà, on l'entend plus. Elle existe encore, soi-disant. On n'entend plus rien de la Civis. En classe de terminale, on estime que c'est 3 enfants dans une classe... Enfin, 3 adolescentes ou adolescents dans une... Alors, 3 en tout dans la classe, que c'est sur 10. Donc, une classe de 30, ça fait 3 par classe. C'est ça, pardon. Et donc, 3 par classe en terminale qui ont subi des agressions, du harcèlement sexuel ou pire, un viol. Malheureusement, je veux dire, c'est difficile de faire des graduations, que tout est extrêmement traumatisant. Voilà. Ouais, les violences. Il y a un témoignage là de quelqu'un dans le chat. En 2011, j'ai porté plainte contre mon ex-mari qui me droguait au somnifère. Je me suis retrouvée en garde à vue. Lui, il était flic. Merci Gisèle. J'ai l'impression d'avoir eu justice grâce à elle, car personne ne me croyait à l'époque. Avec les doigts, mais je vous envoie parce que vraiment, c'est beau. Et c'est dégueulasse. C'est dégueulasse de se retrouver en gaffe. Et malheureusement, c'est récurrent. C'est-à-dire les trous de mémoire ou les conjoints des gens qui ne se souviennent pas. C'est souvent aussi par ailleurs des hommes qui sont auteurs de violences psychologiques ou d'autres formes de violence, parce que justement, comme tu disais, c'est des personnes qui aiment bien dominer. On l'a vu avec Dominique Pellico quand il a dit je voulais soumettre une insoumise. Il a dit en parlant de Gisèle Pellico. C'est ça le continuum de la violence. Comment ? C'est ça le continuum de la violence. Oui, alors le continuum des violences, c'est un concept qui a été théorisé par Suzanne Faludi, qui explique qu'en fait c'est un cycle, c'est-à-dire que c'est un tout. Tu vas avoir des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences physiques, pas toutes cumulées, des violences économiques, mais en réalité elles ont la même cause. Voilà. Donc c'est ça le continuum des violences, cette idée de continuité, c'est-à-dire que c'est même pas une gradation dans l'horreur, hein. C'est pas ça c'est plus grave, ça c'est moins grave, c'est une gradation, je dirais, dans la récurrence, c'est-à-dire qu'il y a plus souvent des violences psychologiques quand même que des viols. Pour autant, les violences psychologiques peuvent être très dévastatrices, parfois autant qu'un viol. Ça dépend aussi des femmes qui les subissent. Et dans les couples, quand il y a des violences sexuelles, je note qu'il y a souvent, en tout cas dans les affaires que je vois, des violences psychologiques qui vont avec. On l'a vu d'ailleurs, et
là, je passe sur le volet violence psychologique. Alors, je précise que depuis 2010, c'est un délit bien précis dans notre code pénal, le harcèlement au sein du couple. Et on l'a vu avec l'affaire Plaza. Et on voit à quel point il était humiliant et détestable avec ses conjointes, ses copines, je sais pas comment on peut dire. Juridiquement, c'est pas ses conjointes. Ex-compagnes. Ses ex-compagnes. Parce que juridiquement, on peut pas dire conjointe comme si c'était pas marié. Donc et il était atroce avec elle. Les enregistrements audio où il lui dit de toute façon, ton fils, il est stupide, donc qu'il soit stupide à Paris ou ailleurs, c'est pareil, c'est pas déménager je ne sais où. Ensuite, il lui dit que de toute façon, elle est trop vieille, qu'elle est pas assez comme ça. Mais Ils ont dit ça à Gisèle aussi. Ouais, c'est global. Donc, on est vraiment dans ce continuum. Ouais. Puis je dirais sur le continuum, parce que justement pour l'affaire Pellico, c'est vraiment ça. Enfin, c'est un petit terrain qui mène au pire, quoi, en fait aussi. Le Boys Club aussi, ça fait partie de ça où on se dit oh mais c'est un copain, il dirait jamais ça, mais non, il dit ça pour rigoler. C'est les bonnes blagues, les blagues salaces, etc. Et par exemple Dominique Pellico, si il n'avait pas été arrêté en train de filmer sous les jupes des filles, qui n'est pas une agression sexuelle ni même une violence sexuelle, eh ben on n'en serait pas arrivé là. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pris. Alors on parle souvent du vigile en disant c'est le vigile. En fait, il y avait le vigile, il a été appelé par une meuf qui était dans la régie, qui a vu Dominique Pellico agir, qui a été suspicieuse et elle a averti le vigile. Enfin, pardon, l'agent technique féminin, c'est ça que je veux dire, qui a vu ça. Et on a beaucoup parlé du vigile et heureusement d'ailleurs qu'il a insisté, bien sûr. Mais il y avait aussi une femme derrière. N'invisibilisons pas les femmes. Tout pas à de gaslight. Ah ouais, non, pas ici en tout cas. Je me permets de me rectifier. Je crois que j'ai dit Suzanne Faludi, mais j'ai un doute sur la théorie pour le pas, continuum. Ouais, non, je pense Lise, pas que ce soit. Suzanne Faludi, c'est celle qui c'est a le théorisé backlash. Voilà. Mais j'ai le nom sur le bout de la langue pour le continuum des violences et je ne la retrouve pas. On va la trouver. Si quelqu'un a son nom dans le chat. On regarde. Liz Kelly. Non, c'est pas Liz son prénom. Liz Kelly. Parce que j'ai vu Kelly. Continue. Enfin, bref. On vous retrouvera. Oui, voilà. En tout cas, je crois que c'est Liz Kelly, mais Liz Kelly pour le continuum des violences et Suzanne Faludi donc pour le backlash. Galtung, ça te dit rien? Non, mais t'avais Kelly plus haut, c'est Kelly. Voilà. Ok. Ici, Kern Info, continuum de la violence sexuelle. Ah oui, c'est ça. Bon. Liz Kelly, voilà, c'est ça. Donc c'est bien Liz Kelly et non Suzanne Faludi. Désolée. Et donc justement sur là, on évoquait le tabou de l'inceste. Peut-être qu'on peut regarder rapidement un extrait avec le fils et le petit-fils de Gisèle Pellico qui témoignaient à la fin du procès. Parallèle. Caroline Darian, c'est très fort. Il y a ces images d'elle dénudée avec des sous-vêtements qu'elle ne reconnaît pas, un endroit qu'elle ne reconnaît pas. Elle se demande ce qui lui est arrivé. Elle n'a pas la réponse. Il n'y a pas que ça. Il y a des photos aussi de votre femme qui ont été retrouvées alors qu'elle était enceinte, dénudée aussi. Votre père était en possession. La belle-sœur aussi. La belle-sœur aussi. Et puis il y a l'histoire de Nathan. Je sais que c'est compliqué d'en parler. L'histoire de Nathan, c'est que quand il était petit, sa tante a entendu que le grand-père, donc Dominique Pellico, voulait jouer au docteur avec vous, Nathan. Alors, pour Nathan, ce qui est effectivement certain, c'est qu'il y a actuellement une enquête en cours. Tout va dépendre de ce que le procureur de la République aura décidé, s'il choisit ou pas de donner des suites judiciaires. Autrement dit, je pense un procès, si on peut dire éventuellement le mot procès. En ce qui concerne effectivement mon épouse, ma belle-sœur, elles ont été prises en photo dans leur plus stricte intimité, puisque ça s'est fait dans une salle de bain. D'ailleurs, on s'est sûrement posé la question de savoir comment il a pu réussir à trouver un angle. Enfin bon, je vous passe les détails. Mais... Et puis, effectivement, pour moi, mais ça n'engage que moi, la grande oubliée de ce procès, j'ai pas peur de le dire, qui a été sacrifiée, c'est ma sœur Caroline, parce que contrairement à maman, elle a des preuves matérielles. Caroline n'a que 2 photos, mais quelles photos? Voilà. Ça, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Donc là, on voit bien aussi finalement le tabou de l'inceste qui est encore présent, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans le chat, il parle de Dorothée Lucie, il parle du continuum inceste VSS, donc du lien effectivement, et donc dans son livre, le fameux Le berceau des dominations. Je voulais juste faire une insistance parce qu'elle est venue, en fait, Dorothée Lucie, elle est venue. Alors c'est marrant parce qu'elle est très. Elle est venue au procès. Elle est venue au procès. Okay. Alors elle est très discrète, mais évidemment, on l'a
a tous repéré, on était tous waouh, Dorothée Ducy. Et en fait, c'était intéressant. On sentait que c'était assez dur aussi pour elle de suivre ça. Et elle organise un terrain, en fait, normalement, en anthropologie, mais je ne sais pas ce que ça a donné, avec des chercheurs pour voir l'impact que ça a eu sur Avignon. Okay, mais donc, je ne sais pas ce que ça a donné parce qu'ils sont arrivés un peu tard par rapport au procès, donc je ne sais pas s'ils avaient assez d'éléments. Mais voilà, il y a eu plein de chercheurs qui sont venus, de féministes engagés qui sont venus au procès. On parlait de comment ça s'appelle, ça m'a fait de l'inceste aussi avec Charlotte Pudlowski qui avait fait comment ça s'appelle, ou peut-être Une nuit, le podcast qui est vachement intéressant. Elle est venue aussi. Enfin, il y a eu énormément. Elles sont venues, on n'en a pas parlé, mais elles sont venues parce que ça les intéressait, ça a mobilisé beaucoup de féministes et c'est vrai que c'est important de le dire aussi parce que ça montre qu'il y a eu vraiment un intérêt très très large sur et je cite ces deux-là parce qu'on en parle. Vous pouvez rappeler vite fait le Dorothée Ducy, donc sa théorie sur le continuum inceste VSS. Moi je connais pas très bien. Je pense que c'est un peu ce que tu disais hier sur le côté. Oui, parce qu'on s'est parlé hier pour préparer cette émission. Puis on se voit dans les couloirs des fois. En fait, qu'il y a un lien, que les violences intrafamiliales, il y a un lien entre les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants. Okay. Oui, la domination, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Toujours cette idée de cause commune. Voilà, c'est ça ce qu'on disait. Donc Lise Kelly pour le continuum des violences faites aux femmes, qui disait que il y avait, peu importe la nature de la violence, il y avait une cause commune. Et donc je comprends bien ce que tu dis aussi par rapport à l'inceste, qu'il y a la cause commune de la domination dans ce que explique donc Dorothée Ducy. Ouais. Et le podcast, c'est, parce que je vois la question sur le chat, c'est ou peut-être Une nuit. Voilà. Oui, il y a la réponse qui vient Parfait. d'arriver. Et d'ailleurs, pour les podcasts, si ça vous intéresse, il y a donc Les Pieds sur Terre qui avait fait un podcast avec le témoignage de Caroline Darian. Et elle avait aussi témoigné en 2023 dans Transfert où pendant 1 heure, elle témoigne aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Peut-être on peut parler de son documentaire qui carrément. Qui est ce soir, parce que le documentaire, elle a fait un documentaire sur la soumission chimique. Il y a pas beaucoup du procès, mais pas seulement. Il y a plein de témoignages de femmes et d'un homme aussi qui ont été victimes de soumission chimique à différents âges. C'est sur France 2 ce soir. Et c'est assez... à quelle heure ça aura lieu? Je crois que c'est 21h. Je vous dis ça. Ouais, j'espère qu'il y aura le replay. Je pense sur France Télé, il y a, à mon avis, sur la plateforme France Télé. C'est vrai que c'est parce que ça aussi, la soumission chimique, ce procès a quand même permis de mettre en avant, quand même, de parler de ça. En fait, ce procès, on a parlé ouvertement du viol, de l'emprise, de la soumission chimique, un peu moins de l'inceste. Mais c'est vrai que c'est des questions qui ont été mises plus au devant de la scène. On peut peut-être regarder un extrait. Je voulais juste dire un truc qu'elle dit dans son... Et il me semble pas que c'est dans... remarque, peut-être dans l'écran. Parce qu'elle dit que, en fait... Caroline Darian, elle dit que sa mère lui a dit que si elle avait levé le huis clos, c'était aussi grâce au travail qu'avait fait Caroline Darian, qui a monté une association qui s'appelle M'endors pas, et que pendant 3 ans, elle a monté ça avant le procès, en fait, pour dénoncer la soumission chimique. Parce que elle aussi a sûrement été victime de soumission chimique pour se retrouver dans cette position. Elle a aucun souvenir, elle a un sommeil très léger, là, elle dort profondément. Donc c'est évident qu'elle a été droguée, vu la position qu'elle avait, etc., que peut-être il s'est passé plus. Et toujours est-il qu'elle dit que sa mère lui a dit ça a fait partie de sa décision de lever le huis clos, d'en parler, pour aussi dénoncer la soumission chimique. Et il y a quelqu'un dans le chat qui dit il y avait aussi une très belle série de LSD sur France Culture. Les enfants peuvent-ils parler? Je connais pas, mais donc on va regarder ça. LSD, c'est tellement bien. On se regarde l'extrait. Ça vous va? Ouais. Sur Ça va, mes cheveux, j'y suis attachée parce que déjà, quand j'étais petite, je voulais avoir des cheveux super longs. Je ne m'attendais pas du tout à ce que juste des cheveux, tout simplement, révèlent autant de choses. J'ai 15 ans, je suis au lycée en seconde. Les agressions sexuelles commencent quand j'avais 9 ans.
à chaque fois que ma mère était au travail, mon père il domptait. Après la séparation de mes parents, le week-end où on allait chez lui, vu que je dormais avec lui, il me faisait faire des siestes entre guillemets, hein, du coup. Sinon il y avait aussi les câlins du soir. Pendant les vacances, tous les jours, avant de dormir, je prenais un yaourt aux fruits, toujours le même. Et du coup, c'est mon père qui allait me préparer mon yaourt. Et quand il revenait, il y avait la cuillère dedans, il n'y avait plus l'opercule et ça se voyait que ça a été mélangé parce que dès que je le mangeais, il avait un goût très bizarre. De ce que j'ai compris, Lil-Wayne refusait quand même assez régulièrement et c'était des heures de négociation pour la faire culpabiliser et je pense que c'était la facilité pour lui de lui donner un médicament qu'elle donne. On n'est pas obligé de commenter, on peut juste passer à autre chose. Juste dire que... c'est dur, hein. C'est dur de de parler juste après. C'est juste pour dire que, effectivement, souvent, les victimes, on leur dit pas d'aller faire couper les cheveux et une analyse capillaire qui permettrait de dire qu'elles ont été droguées et de faire reconnaître que c'est soit le GHB, soit des médicaments, le plus souvent d'ailleurs, des médicaments qui sont dans l'armoire familiale dont tout le monde peut se procurer. C'est ça aussi qui a permis, je trouve, d'éclairer le procès, c'est que sous soumission chimique, en fait, ça peut être des médicaments qui sont à la maison, quoi. C'est ça. Et puis là, tout à l'heure dans le chat, quelqu'un qui disait qu'on n'avait même pas etc. Enfin, je pense que effectivement, avec ça, c'est des preuves. Ça, c'est des preuves. Et les si cheveux, tu veux dire ? Les cheveux, parce que si on fait juste du sang, le GHB, je crois que c'est au bout de 48 heures, il n'y a plus rien. Ouais. Mais avec les cheveux, on peut récupérer. Mais il y a un délai, non, pour les cheveux. Les cheveux, ça peut remonter sur plusieurs années s'ils sont très longs. Parfois 18 mois. Là où on a avancé ces dernières années, c'est qu'effectivement on en parle. Il y a 10 ans, il y a donc la personne dans le chat qui nous disait qu'elle avait été droguée en 2011. Il est certain qu'en 2011, nous n'avions pas d'informations sur ces sujets, quasiment pas. Aujourd'hui, grâce à ces évolutions, il est question maintenant de permettre, alors je sais pas si c'est déjà en place, mais dans les pharmacies, d'avoir un kit pour pouvoir prélever ses cheveux quand on a un doute. Je sais que ça a été évoqué par des parlementaires, notamment je crois Sandrine Josso qui était venue à l'UMA, qui en avait parlé sur un tweet comme celui-ci. Donc on avance parce que c'était vraiment un tabou, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans encore, il y a 10-15 ans, et même il y a 5 ans en réalité, au début de MeToo. M'endort pas bien aidé, quoi. Oui, voilà. En fait, l'assaut de Caroline Darian, parce qu'on n'a toujours pas les chiffres, en fait, ça veut tout dire, quoi. On parlait du GHB déjà à l'époque, mais on parlait pas du Rohypnol, on parlait pas des somnifères, on parlait pas... je préfère pas trop citer les médocs. Oui, pardon. Comme ça, c'est pas ceux qui écoutent le chat qui vont... C'était pour illustrer à quel point c'est très facile, malheureusement. C'est ça. Et en plus, ça permet de faire ces analyses-là. Quand bien même la personne n'a pas été droguée, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de viol ou d'agression, parce que ça permet de distinguer deux hypothèses de mémoire oubliée. Soit, effectivement, ça peut être de la drogue, dans ce cas, donc c'est la soumission chimique. Soit ça peut être la mémoire traumatique. Donc là, je vous invite à relire le site dont on vous a mis Muriel Salmona, voilà. La mémoire traumatique peut vous faire oublier une partie d'une scène pendant plusieurs dizaines d'années, parfois pendant quelques années seulement, ou quelques jours, quelques mois. Enfin, ça peut aussi se débloquer 30 ans après. Et on peut avoir le sentiment d'avoir été drogué, en tout cas avoir un doute. Et alors qu'en réalité, ça pouvait aussi être de la mémoire traumatique, et donc l'agression aussi... Parce que pour avoir une mémoire traumatique, il faut... Enfin, je veux dire, ça s'enclenche quand il y a un choc tellement horrible que donc cette mémoire ne se retranscrit pas dans le cerveau, parce que sinon, notamment, vous avez des risques d'arrêt cardiaque et c'est de la survie, quoi. C'est de la survie. Vous avez tellement peur, vous êtes tellement en production de stress, de cortisol, que donc il y a cette dissociation, puis la mémoire qui arrête de s'ancrer. Je vais dormir. Alors, il y a eu un bug, mais du coup, je sais pas où est-ce qu'on vous a laissé. Ça refonctionne là ou... Que serait un stream de gauche sans coupure? Ah, mais je suis bien d'accord, franchement. C'est un vrai stream, c'est du direct, ça c'est clair. Ouais, c'est clair. En tout cas, merci pour tout. C'était dur, mais c'était vraiment bien d'avoir vos expertises et vos témoignages là-dessus. Donc, j'espère qu'on pourra se refaire ça vite. Ouais, c'était... Enfin, moi, j'ai plein de trucs, je trouve ça intéressant d'en reparler. Puis, je pensais avoir fait un blackout total, comme je t'avais dit, parce que ça faisait un mois que j'étais plus
plus là-dessus. Et puis en fait, évidemment que ça reste ancré, ces choses-là. Ouais. Je voulais juste dire un truc peut-être sur les procès. Moi, je trouve que ce procès-là, on l'a vu, il était exceptionnel parce qu'il a pris aussi, il y a eu près de 200 médias qui étaient là. Il y en a eu plus que pour d'autres procès. Le procès du 13 novembre, il n'y avait pas autant de médias qui sont venus. Et malgré tout, c'était un petit tribunal. Il y avait des petites salles d'audience. Le public a jamais pu rentrer dans la salle d'audience où il y avait les accusés, donc il ne les voyait pas. Il n'y avait pas de psy pour eux ou pour les gens Et je trouve que ça montre bien encore une fois que les VSS, elles sont mises... on ne se rend pas compte à quel point... la justice ne s'est pas encore rendu compte à quel point c'est important de faire une place, que c'est systémique, que c'est énorme. Là, on voit se multiplier les affaires et les procès actuellement. Enfin, il y a des procès qui arrivent. Et donc, je trouve il faudrait vraiment qu'on prenne conscience de ça et qu'on mesure que ça, c'est pas des petites affaires, c'est pas des faits divers, c'est notre société qu'on essaie d'améliorer et de réveiller surtout. Et nous, on essaye d'y prendre part en parlant dans les articles, dans les vidéos et en parlant ici. Violette, t'as un dernier truc à dire? Moi, je dirais que dans la mesure du possible, en tant qu'individu, si on est mis au courant d'une agression ou d'un viol et que d'une façon ou d'une autre, on a d'abord un mouvement de déni, d'essayer de faire ce pas de côté parce que si la personne vous en parle, c'est peut-être parce que vous pouvez l'aider à se reconstruire, parce que rares sont les hommes qui ont agressé ou violé qui vont avoir cette démarche de demander pardon pour inexcusable. C'est inexcusable de toute façon, mais de reconnaître et d'apporter d'arrêter de mentir tout simplement. Et donc en tant que proche, que ce soit des victimes qui ont traversé ça ou malheureusement j'allais dire des hommes qui ont fait ça, vous pouvez avoir un rôle que ce soit de parler à l'homme concerné pour vous assurer que même s'il n'y a pas de procédure, en tout cas lui faire comprendre que ce qu'il a fait c'est finalement comme un meurtre. Pour moi un viol c'est avoir la mort en soi. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. On va raid bac à bout. Merci à tous. On se retrouve demain avec Emilio à 10h pour il va nous lire la presse. Donc on se retrouve demain et puis bonne journée à tout le monde. Allez, ciao.